Il y a une époque où le proto-indo-européen ne possédait que la voyelle E. Cela n'a bien sûr pas duré et d'autres voyelles, à savoir le O, le I, le OU et le A, ont fini par apparaître. Le I et le OU, par exemple, sont apparus lorsque le E était suivi de certaines consonnes sonnantes, c'est-à-dire des consonnes continues dont l'articulation ne fait pas intervenir d'écoulement turbulent, comme le Y ou le W. Lorsque le E était suivi d'un Y, il est devenu I, et lorsqu'il était suivi d'un W, il est devenu OU. On peut les voir par exemple dans ce mot, qui veut dire vivant, que l'on retrouve ensuite en proto-baltoslave avec un I long, sous la forme suivante, puis en protoslave sous la forme jive. On peut le voir encore dans le mot suivant, qui veut dire fils, que l'on retrouve en proto-baltoslave avec un OU long, et en protoslave sous la forme sin, le I dur représenté par le Y étant une évolution logique du OU long. Car en effet, au moment où ces I et ces OU apparaissent, le proto-indo-européen ne comporte pas encore d'opposition de longueur dans ses voyelles. Mais l'apparition, entre autres, de nouveaux I et OU, cette fois courts, créera cette opposition de longueur, qui sera globalement conservée en proto-baltoslave par la suite. En proto-indo-européen, avec des I et OU courts, nous trouverons notamment des mots comme celui-ci, qui veut dire le paiement, que l'on retrouve en proto-baltoslave avec également un I court, puis en protoslave sous la forme mizda, ou encore le mot suivant, qui veut dire la fille, que l'on retrouvera en proto-baltoslave avec un OU court, puis en protoslave sous la forme deti. Vous l'aurez peut-être remarqué dans ces exemples, ces I et OU courts du proto-indo-européen ont donné ce que l'on appelle des iers en protoslave. La définition de ce qu'est un ier est délicate à donner, tant leurs propriétés ont pu faire débat en slavistique, que ce soit au niveau de la quantité, c'est-à-dire de leur longueur, de leur qualité, c'est-à-dire de leur prononciation, ou, comme nous le verrons plus tard, de la raison de l'apparition de certains d'entre eux. Moi-même, dans mes vidéos, je les ai souvent qualifiés, comme il est courant de le faire en slavistique, de voyelles ultra courtes, c'est-à-dire plus courtes encore que les voyelles courtes, à prononcer de façon proche du I, un peu plus à l'avant de la bouche pour ce qui est du ier dit mou, qui est une voyelle antérieure, et un peu plus à l'arrière de la bouche pour ce qui est du ier dur, qui est une voyelle postérieure. Cependant, dans le cadre des recherches faites pour cette vidéo, cet article, dont on peut traduire le titre par les voyelles réduites entre guillemets protoslave OU et I dans le dialecte slovène de Valburga, quelques parallèles, par Mikhail Nikolaevich Sajenka, me pousse à présenter ici les choses de façon différente. Je remercie d'ailleurs Thomas sur Discord de me l'avoir conseillé. Je précise d'ailleurs que, malgré le titre de l'article, la question des iers y est abordée sous un angle bien plus large que le seul dialecte slovène mentionné. Si l'on reprend les choses dans l'ordre, ces iers sont donc des héritiers des I et OU courts arrivés en proto-baltoslave. Et le protoslave ayant hérité, puis ensuite développé des voyelles longues et des voyelles courtes, une troisième catégorie de voyelles ultra courtes semble assez peu probable dans la mesure où les systèmes à trois longueurs, bien qu'existants, sont plutôt rares. Ce qui est certain, c'est que les iers faisaient partie des voyelles les plus courtes. L'article indique qu'ils étaient probablement phonétiquement un peu plus courts que les autres voyelles courtes, mais qu'ils sont à compter phonologiquement parmi les voyelles courtes normales et ne rentreraient donc pas dans une troisième catégorie. La prononciation retenue dans l'article est quant à elle quelque chose comme E pour le ier mou et E pour le ier dur, ce qui en fait des voyelles plutôt hautes. Si elles sont dites hautes, c'est parce qu'on les prononce en élevant la langue dans la bouche, contrairement au A, qui est une voyelle basse, prononcée donc avec la langue dans une position basse. Et donc si les iers sont plus courts phonétiquement que les autres voyelles, c'est en fait tout simplement parce qu'il s'agit d'une qualité qui va de pair avec les voyelles hautes, et qui ne joue donc pas de rôle spécial dans la phonologie de la langue. Nous l'avons dit, le ier dit mou est une voyelle antérieure, tandis que le ier dur est une voyelle postérieure. Les voyelles antérieures ont un effet palatalisant en protoslave, ce qui veut dire qu'une consonne vélaire comme un que, prononcé à l'arrière de la bouche, suivie d'une voyelle antérieure comme un ier mou, pourra se palataliser en tche. Cela signifie que le point d'articulation de la consonne vélaire se rapprochera du point d'articulation de la voyelle antérieure. On parlera alors de consonne palatalisée, c'est-à-dire que son point d'articulation s'est avancé vers le palais dur, le tche étant en l'occurrence une consonne postalvéolaire.
On le voit notamment avec le mot reka, qui veut dire rivière, dont le que se palatalisera en ch sous l'effet du hier mou, faisant partie d'un suffixe qui transforme le nom en adjectif. Les voyelles postérieures, elles, qui sont aussi dites dures, conservent la dureté de la consonne qui les précède, le hier dur n'y fait donc pas exception. Pour rappel, je précise que le proto-slave tend vers une certaine harmonie syllabique, enclenchant de nombreux phénomènes phonologiques ayant pour but de rapprocher le point d'articulation des consonnes et des voyelles qui se suivent. C'est dans le cadre de cette harmonie syllabique que s'inscrivent les phénomènes de palatalisation qui ont été traités dans une vidéo détaillée qui vous en dira bien plus sur le sujet. Mais en fait, parler de hier dans le cadre des palatalisations est légèrement anachronique, car ceux-ci sont apparus relativement tardivement dans l'évolution du proto-slave, probablement dans la première moitié du IXe siècle, tandis que les palatalisations ont eu lieu plus tôt. Marquer les hier en parlant des palatalisations est une chose répandue en slavistique, probablement parce qu'on présente ces palatalisations dans le cadre de la version la plus aboutie du proto-slave, mais si l'on parle de l'époque à laquelle les palatalisations ont eu lieu, alors il serait plus juste de parler des i et ou courts hérités du proto-baltoslave. Regardons d'autres exemples de i et ou courts devenus des hier en proto-slave. Ils sont tirés, comme une grande partie de cette vidéo d'ailleurs, de l'ouvrage Phonologie comparée des langues slaves du proto-indo-européen au proto-slave de Matei Shekli, que je vous cite souvent dans mes vidéos. Nous pouvons mentionner des mots comme celui pour brouillard, qui est devenu megla en proto-slave, ou encore le mot pour honneur qui est devenu chisti, ou le mot pour la mousse végétale qui est devenu mre, ou enfin le mot pour maison qui est devenu dôme. Et là, si vous regardez le mot pour mousse, l'origine du hier de la racine est clairement expliquée par ce que nous venons de dire, mais l'origine du hier, située en fin de mot, elle, n'est pas expliquée. En effet, les hier sont devenus, en proto-slave, la terminaison typique des noms de genre masculin au nominatif et à l'accusatif singulier, pour ce qui est des noms à thème en O, c'est-à-dire globalement les mots hérités des noms proto-indo-européens, qui se déclinaient sur la base de ce O. Ce hier ne semble donc pas logique dans la mesure où les désinences du masculin correspondantes du proto-baltoslave étaient en as. La deuxième grande tendance phonologique du proto-slave étant de se restructurer de façon à ne comporter que des syllabes ouvertes, c'est-à-dire terminées par une voyelle, fait que le se de cette désinence était voué à disparaître afin que la dernière syllabe du mot puisse être terminée par une voyelle. Cela nous laisse avec ce a qui, lui, n'a pas connu la même destinée que les a arrivés en proto-slave, dans la mesure où il était situé en fin de mot, et qu'il s'agit d'une position propice aux exceptions. La disparition du se final aurait en fait provoqué chez ce a un changement en e, devenu par la suite un hier. Ce changement serait en fait, de façon plus large, observé dans les syllabes finales des mots lorsqu'un a court comme long était suivi d'une consonne fricative, ce qui est le cas du se. Le a se serait alors changé en e court s'il provient d'un a court, ou long s'il provient d'un a long. Cela aurait concerné toute l'ère slave, à l'exception du vieux novgorodien, où le a, dans ce contexte, aurait connu un changement en e pour les a courts, ou en yak pour les a longs. Ayez en tête que la raison de l'apparition de ce hier en fin des mots masculins est toujours un point débattu en slavistique. J'ai ici présenté la théorie retenue par Thomas Hollander dans son ouvrage Proto-Slavic Inflectional Morphology, que je vous mets en référence en description. Il m'est donc difficile d'affirmer si la prononciation en e mentionnée dans cet ouvrage pour ces hier finaux est en fait la même que la prononciation très proche en e mentionnée plus tôt dans la vidéo, retenue par Sayenka. Cela ne m'étonnerait pas que l'on ait affaire dans les deux cas à une seule et même prononciation. Quelle que soit la raison de l'apparition de ces hier en fin de mots masculins et leur prononciation, ce qui est certain, c'est qu'ils sont devenus partie intégrante de l'évolution des hier que nous allons continuer à expliquer. Pour rappel, les adjectifs étaient déclinés comme des noms, ce qui veut dire que les adjectifs aussi pouvaient être terminés par des hier durs ou mous, au nominatif ou à l'accusatif masculin singulier. En proto-slave est apparue une catégorie d'adjectifs dits longs, et ce via l'agglutination d'un pronom personnel dont la forme du nominatif et de l'accusatif masculin singulier était elle-même terminée par un hier mou, le pronom yi.
L'ajout de ce pronom personnel a permis d'ajouter à l'adjectif une valeur définie, faisant ainsi des adjectifs longs des adjectifs définis, et donc par opposition, faisant des adjectifs normaux désormais considérables comme courts, car dépourvus de ce pronom, des adjectifs indéfinis. La forme du nominatif de ce pronom a par la suite disparu au profit de on, mais sa déclinaison vous sera familière si vous connaissez une langue slave, avec notamment jego au génitif et jemu au datif singulier. Là aussi, la notion d'adjectif long et court a été grandement abordée sur la chaîne, les liens sont en description. Si l'on prend l'adjectif bon au nominatif et à l'accusatif masculin singulier, on se retrouve donc avec la forme normale, courte indéfinie en dobre, et la forme longue, définie en dobry. Les adjectifs longs ainsi formés se sont donc retrouvés terminés par une séquence voyelle-ye-voyelle, dans laquelle il pouvait arriver que les deux voyelles étaient des iers. Ces iers se sont retrouvés victimes du phénomène de contraction, phénomène qui a commencé au détour de l'an 1000 et auquel nous avons aussi consacré une vidéo complète. En effet, ces séquences voyelle-ye-voyelle se sont contractées en voyelles longues, et ce principalement à l'est de la République tchèque actuelle, le phénomène s'affaiblissant à mesure que l'on s'éloigne géographiquement de cet épicentre. Les voyelles résultant de ces contractions correspondent généralement à une version longue de la deuxième voyelle de la séquence d'origine, mais les séquences dans lesquelles les iers se situaient en deuxième position y font exception. Toutes ces séquences ont en commun d'avoir en première position soit un autre ier, soit un i mou antérieur, soit un i dur postérieur, et elles se sont toutes contractées en un i long dont la dureté est équivalente à celle de la première voyelle de la séquence, afin de ne pas rentrer en conflit avec la consonne précédente. Dans les séquences où la première voyelle était un ier et la deuxième était une autre voyelle, alors c'est bien la deuxième voyelle qui est devenue longue. C'était principalement le cas dans le paradigme que l'on peut représenter par le substantif neutre pokolenie, dont les désinences ont été largement contractées. L'important ici, c'est donc de retenir que tous les iers pris dans les séquences voyelle-ye-voyelle concernées par la contraction ont disparu avant même que l'on parle du phénomène considéré comme étant la véritable origine de la disparition des iers. La thèse de Jiří Marvan, dont l'ouvrage Jazykové millénium a décrit de façon complète le phénomène de la contraction, est d'ailleurs que celui-ci a sonné le début de la fin pour les iers. En effet, tout comme pour la contraction, qui a eu lieu selon les langues entre le début du Xe siècle et la fin du XIe siècle, la disparition des iers a débuté de l'ère slovaco-tchèque au Xe siècle, et s'est répandue petit à petit au sud, au tournant du Xe et XIe siècle, à l'ère polonaise au XIe siècle, à l'ère linguistique ukrainienne au XIIe, pour enfin s'achever au XIIIe siècle avec le vieux russe. Fait intéressant, l'ère linguistique bulgare a eu sa propre chute des iers au Xe siècle, malgré son éloignement géographique avec l'ère slovaco-tchèque. De plus, tout comme le russe, le bulgare n'a pas été grandement concerné par le phénomène de la contraction. Cela tend à indiquer que les besoins ayant mené à la disparition des iers étaient en fait ressentis de façon bien plus large et n'étaient pas forcément provoqués par la contraction. La dynamique prise par cette disparition semble également universelle, malgré bien sûr quelques différences. Certains iers, dits faibles, ont eu tendance à s'amuir et donc à tomber, à disparaître, tandis que d'autres, en position forte, ont été renforcés de façon à devenir des voyelles courtes différentes. Les iers mous, en disparaissant, ont souvent laissé derrière eux une version palatalisée des consonnes qu'ils suivaient, tandis que, logiquement, les iers durs les ont laissés intacts. Je précise que des phénomènes de dépalatalisation, c'est-à-dire de redurcissement des consonnes palatalisées, ont pu avoir lieu dans certaines langues, mais cela dépasse le cadre de cette vidéo. La dynamique de disparition des iers est décrite par une loi appelée loi de Havlík, qui décrit principalement la façon dont les iers ont disparu dans l'ère géographique tchèque, mais qui s'applique également aux autres langues slaves, même si des petites différences peuvent exister. Un ier situé en fin de mot est faible et s'amuit. On considère ces iers de fin de mot comme des iers impairs, et à mesure que l'on remonte vers le début du mot, les iers pairs sont forts, vocalisés, c'est-à-dire qu'ils deviennent d'autres voyelles, tandis que les iers impairs sont faibles et s'amuissent. Ce qui est ici décrit de façon mathématique répond en fait à un besoin naturel de simplifier et de raccourcir les mots.
Si l'on part du principe que les iers sont des voyelles déjà réduites, cela en fait des cibles logiques. Mais si l'on part du principe qu'il s'agissait de voyelles courtes normales, alors une autre explication avancée dans l'article cité en début de vidéo est avancée. En effet, il semblerait que les voyelles hautes, dont la prononciation tourne autour des sons i et ou, soient souvent la cible d'amuissement, comme en japonais avec le e de masu, verbe auxiliaire marquant la politesse, souvent prononcé mas, ou le i de la forme passée de ce verbe, mashita, souvent prononcé mashita. Je remercie d'ailleurs pour cet exemple l'auteur d'un commentaire laissé dans le cadre d'une de mes vidéos précédentes. Le japonais n'est d'ailleurs pas une langue isolée à ce niveau, sont encore cités dans l'article des langues comme le kazakh, le persan, le chinois ou le coréen par exemple. Peu importe la véritable raison qui a conduit à la disparition des iers, car en fin de compte le résultat est le même. Les iers faibles se sont donc amuis, tandis que les iers forts, utiles au soutien vocalique de la syllabe, se sont eux vocalisés ou pour être plus précis, ont été remplacés par une autre voyelle courte. Inutile de dire que cela a complètement détruit la structure de syllabes ouvertes, patiemment installée en proto-slave et à sa suite. Dans un cas extrême comme celui présenté ici, on est en effet passé de 3 syllabes composées d'une consonne et d'un ier à une seule syllabe commencée par un groupe de consonnes, supportée par la voyelle héritée du ier fort et fermée par une dernière consonne. Mais regardons quelques exemples. Dans un mot comme chisti, l'honneur, le ier se trouvant à la fin du mot tombe, tandis que le premier ier, lui, a été changé en une autre voyelle, souvent est, comme en bulgare avec chest, en slovaque avec chest, ou encore en ukrainien avec chest également. Nous reviendrons plus tard sur ce qui ressemble ici à un ier à la fin du mot ukrainien. Des irrégularités sont observables. Certains iers faibles se sont également vocalisés dans certaines langues, notamment parfois ceux situés en début de mot, les langues les plus irrégulières à ce niveau étant les langues slaves du Sud. Les raisons de ces irrégularités peuvent être multiples, ça peut être pour simplifier la prononciation d'un groupe de consonnes, pour soutenir une syllabe accentuée, ou encore par effet d'analogie avec un autre mot partageant la même racine. Un mot comme steklo, le verre, qui ne comporte qu'un ier et qui est donc en théorie faible, deviendrait donc particulièrement imprononçable en l'état. Les langues slaves du Sud ont donc vocalisé ce ier faible, notamment avec staklo en macédonien, en serbe et en croate, ou steklo en slovène, c'est également le cas en russe avec stieklo, tandis que les autres langues slaves ont plutôt simplifié le groupe de consonnes formé par la chute du ier. On a ainsi sklo en tchèque et en slovaque, shkło en polonais ou shklo en biélorusse. Fait intéressant, le bulgare ne fait pas exception à la règle des langues slaves du Sud avec le mot steklo. Encore une fois, nous reviendrons un peu plus tard sur ce qui ressemble ici à un ier dur. La vocalisation des iers forts s'est faite de façon différente d'une langue à l'autre. J'illustrerai mes propos à partir de 2 exemples. D'un côté, les héritiers du mot sonne, qui veut dire selon les langues sommeil ou rêve, pour ce qui est du ier dur, et de l'autre, les héritiers du mot pesse, le chien, pour le ier mou. Dans les langues slaves de l'Est et en macédonien, le ier dur s'est vocalisé en o, et on retrouve donc le mot son partout. A noter qu'en biélorusse, les o non accentués sont notés et prononcés a. Il peut donc arriver qu'un ier dur soit noté a dans cette langue. Nous avons d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Le ier mou est devenu est partout dans ces langues, parfois prononcé de façon molle, parfois de façon dure. A noter qu'en russe et en biélorusse, ce est, en l'occurrence ye, devient yo lorsqu'il est accentué. Nous avons donc pios en russe et en biélorusse, et pes en ukrainien, en ruthène et en macédonien. Notons que dans les langues slaves de l'Est, c'est plutôt le mot sabaka ou sobaka qui est utilisé pour le sens de chien. En polonais, en kachub et en tchèque, c'est un « que l'on retrouve pour les 2 iers, celui hérité du ier mou étant également parfois mou, parfois dur, selon les langues. On retrouve donc le mot sen dans toutes ces langues, ainsi que le mot pies en polonais et en kachub d'un côté, et pes en tchèque de l'autre. Les résultats du slovaque sont légèrement plus complexes, sachant qu'on a potentiellement, pour les 2 iers, des évolutions en « en « a » et en « o ». Les 2 exemples ici ont une évolution en « avec encore une fois sen et pes. C'est le même genre d'évolution que l'on retrouve dans les 2 sorabes, avec pour le ier dur soit « soit « o »,
et pour le hier mou, soit un E mou, soit un A mou, soit un O. Dans le cadre de nos exemples, c'est le mot son que l'on retrouve dans les deux langues, tandis que le bassorabe a pias et le haussorabe a pos. En slovène, les deux mêmes possibilités se retrouvent pour les deux hier. La première est E et la deuxième est A. Nous avons ici les mots sanje et pes. En croate et en serbe, c'est un A que l'on retrouve partout, avec san et pas. Et enfin, en bulgare, le hier dur s'est vocalisé en E, noté avec ce qui ressemble à un hier dur, tandis que le hier mou s'est vocalisé en E. On retrouve donc logiquement les mots sun et pes. Je n'entrerai pas forcément plus que ça dans les détails des évolutions dans chaque langue, cela sortirait du cadre de cette vidéo. Notons toutefois que le O en slovaque se retrouve notamment dans l'héritier du suffixe eke, qui a donné en slovaque ok, comme on voit avec le mot spánek en tchèque, qui veut dire le sommeil, et qui a pour équivalent spánok en slovaque. Nous l'avons dit, les graphèmes utilisés pour les hier existent toujours dans certaines versions des alphabets cyrilliques, mais ce ne sont plus des hier. La voyelle E du bulgare est sûrement ce qui ressemble le plus à un hier dur, on la considère toutefois comme étant le résultat de la vocalisation du hier dur. Quant aux signes durs du russe et du ruthène, qui n'ont plus qu'un usage rare, ils ne sont pas des hier et ne se retrouvent pas à l'emplacement d'anciens hier. Ne vous fiez pas non plus aux signes mous utilisés dans les alphabets cyrilliques des langues slaves de l'Est, dans la mesure où, même s'il est possible d'en trouver à l'emplacement d'anciens hier mous, ce ne sont plus des voyelles. Ils servent en fait juste à indiquer la mouillure de la consonne qui les précède. Si vous vous souvenez de l'exemple du mot tchest que l'on a vu tout à l'heure, le T accompagné du signe mou en ukrainien est l'équivalent exact du T mou du slovaque. La disparition et la vocalisation des hier a créé des alternances intéressantes dans les langues slaves. Pour vous montrer leur logique, nous pouvons reprendre l'exemple du mot protoslave pese, qui veut dire chien. Son génitif est en protoslave pesa. Comme on le sait, le premier hier en partant de la fin du mot s'amuit, il disparaît. Cela veut dire qu'au nominatif, il s'agit du hier dur en fin de mot. Mais au génitif, il s'agit du hier mou de la première syllabe. Au nominatif, ce hier mou se vocalise conformément à ce que nous avons vu précédemment. On se retrouve donc au nominatif singulier avec une voyelle entre le P et le S de la racine, tandis qu'au génitif singulier, c'est la forme psa que l'on retrouve partout. Ces alternances sont très courantes dans la flexion des langues slaves et concernent un nombre de mots impressionnant. Il peut bien sûr y avoir des exceptions à la règle, notamment parce qu'avec le temps, certaines logiques se perdent, des analogies avec d'autres mots sont faites, des difficultés de prononciation demandent l'ajout de voyelles à certains endroits, les raisons de ces irrégularités peuvent être multiples. À l'époque de la disparition des hier, les langues possédant des voyelles longues, c'est-à-dire les ancêtres du tchèque, du slovaque, mais aussi des langues les entourant, dont notamment le polonais qui a par la suite perdu ses voyelles longues, ont été enrichies de nouvelles voyelles longues, notamment dans les contextes où ces voyelles étaient situées dans l'avant-dernière syllabe du mot et que la dernière syllabe était terminée par un hier qui s'est amui. Une sorte de compensation de longueur s'est opérée, comme nous le voyons dans les exemples des mots gename, qui veut dire femme au datif pluriel, ou encore dome, la maison. Ici, avec la disparition du hier final, le A et le O des mots concernés sont devenus longs, ces O longs ayant ensuite connu des destinées particulièrement variées. Je vous conseille à ce sujet cette vidéo qui y est consacrée. Bon, la fin de la vidéo approche, et nous avons tant bien que mal tenté de présenter les hier de façon abordable, sans non plus renier la complexité qui les caractérise. Si vous avez l'impression, voire la certitude, qu'un aspect important de ces hier n'a pas été traité dans cette vidéo, vous avez tout à fait raison. En effet, il existe ce que l'on pourrait qualifier d'un deuxième type de hier, qui a connu une genèse, une évolution et une conclusion globalement indépendantes de tout ce dont nous venons de parler. Et vous savez quoi? Ils feront l'objet d'une autre vidéo, cette vidéo-ci se suffisant déjà largement à elle-même. Mais si vous voulez compléter ce qui a été dit ici dans le cadre des langues slaves que vous connaissez, allez plus profondément dans les détails de certaines de leurs spécificités, alors les commentaires sont faits pour ça. Merci à tous ceux qui m'ont aidé pour la création de cette vidéo sur le serveur Discord, mais également à toutes celles et à tous ceux qui m'aident financièrement sur patreon.com/rosrazum.
Cette aide financière est indispensable pour la survie de la chaîne, ce genre de travail étant particulièrement chronophage et, je le rappelle, réalisé sur du temps libre. Vous l'avez remarqué, nous possédons déjà de nombreuses vidéos tournant autour de la thématique d'hier. Je vous mets ici celle sur la contraction, ainsi que, soyons fous, une playlist entière contenant, entre autres, toutes les vidéos mentionnées ici, afin d'être certain d'avoir la vision la plus complète possible de ces hier.